Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes vice-président du Front National. On va évoquer votre congrès qui se déroule ce samedi à Lyon. Mais d'abord, quelques questions d'actualité courtes. L'Assemblée nationale a commémoré les 40 ans de la loi Veil et a voté une résolution instaurant l'avortement, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, comme un droit fondamental. Vous auriez été député, vous l'auriez voté ? J'aurais fait comme 400 députés ou un peu plus qui n'ont pas pris part au vote pour une raison simple, et les nôtres d'ailleurs qui n'ont pas pris part au vote, parce que je trouve ça un peu grotesque que l'Assemblée s'amuse alors qu'elle est déjà débordée à voter des résolutions commémoratives. On peut le faire sur beaucoup de lois dans ce cas-là. Je pense que ce n'est pas dans l'esprit de ce qu'est une Assemblée. L'Assemblée, c'est le législateur, elle doit voter des lois qui s'appliquent et pas commencer à voter des résolutions ou bien des lois anniversaires. Ça n'a pas beaucoup... Il n'y a pas de nécessité de réaffirmer. Je crois honnêtement qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas menacé. Ou alors on m'explique comment et pourquoi il serait menacé. Je ne pense pas du tout. C'est un pas sujet... par le Front National en tout cas. Non, absolument pas. C'est un sujet qui n'est pas d'ailleurs dans l'agenda politique, dans le débat. Donc je pense qu'il n'y a aucune menace. Et ce genre de vote, je crois qu'il n'y a que 150 députés qui ont participé sur 577. C'est plutôt se faire plaisir qu'autre chose. Mais on a autre chose à faire. On est en pleine crise. On doit agir pour les Français. Et puis aujourd'hui, on doit aider les familles. Et c'est ça plutôt que devrait faire l'Assemblée nationale. C'est aider les familles françaises qui sont dans un état de désarroi terrible, qui prennent des coups de massue de la part de la gauche et de la droite depuis des années, sur les allocations familiales, sur les crèches, sur tout ce qui nécessite d'être restauré, parce que la famille, c'est très important. Vous ne dites pas que ce droit, en tout cas, serait menacé par le Front National? Ah non, mais le Front National l'a toujours dit, il ne reviendrait pas sur la loi Veil. Et d'ailleurs, ni sur le remboursement, ni sur le remboursement de l'IVG. Non. Il comprenait l'esprit de ce que disait Simone Veil, qui était, elle, précautionneuse dans les termes qu'elle employait, et qui expliquait que c'était une nécessité, et qu'en même temps, ça restait toujours un traumatisme pour la femme, et que ça devait être un dernier recours. Je pense que c'est cet esprit-là qu'il faut conserver, et en même temps aider les familles concrètement sur ce qu'on peut faire maintenant, au lieu de faire des lois anniversaires, aider les familles, arrêter de baisser les allocations familiales, arrêter de leur appliquer la machine infernale de l'austérité voulue par l'Union européenne et appliquée docilement par nos gouvernements. J'avais nommé Rachida Dati à la justice parce que Rachida Dati, avec père et mère algérien et marocain, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. C'est une phrase qui fait beaucoup de bruit, elle est signée Nicolas Sarkozy. Elle vous choque? Elle n'est pas surprenante. Sarkozy, c'est un communautariste. Et il est favorable à la discrimination positive, qui est l'inverse de la République d'ailleurs, l'inverse du mérite. C'est lui, je rappelle, en tant que ministre de l'Intérieur, qui avait dit « je nommerai un préfet musulman, parce qu'il est musulman ». C'est épouvantable. Donc c'est choquant, et je trouve que c'est très ingrat pour Rachida Dati, parce que s'il veut faire le lien entre l'immigration et l'insécurité par cette phrase, qui est une évidence... Vous le faites. Au Front National, vous le faites régulièrement. Oui, mais c'est une évidence statistique. Il peut être contesté par certains. Il y a 6% d'étrangers selon l'INSEE dans la population française et ils représentent 19% des détenus. Rien que ce chiffre-là, qui vient du ministère de la Justice, nous démontre qu'il y a un problème. C'est normal, le communautarisme crée des conflits et l'immigration dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs crée forcément des difficultés et des phénomènes de ghettoisation. Bien évidemment qu'il y a un lien, mais ce serait aveugle et pas faire le bon diagnostic que de ne pas le faire. Or, il faut faire le bon diagnostic pour appliquer ensuite les bonnes solutions, c'est-à-dire retrouver la maîtrise de nos frontières, arrêter avec le communautarisme et l'immigration. Et je trouve que c'est ingrat pour Rachida Dati parce qu'elle, pour le coup, c'est un exemple d'assimilation parfaite, d'assimilation républicaine parfaite. Voilà, autant moi, vous savez, je n'aimais pas politiquement du tout Rachida Dati sous Nicolas Sarkozy, parce que je n'oublie pas la loi Dati extrêmement laxiste en 2009. Mais ce soir, vous la soutenez. Qui était en l'ancêtre de la loi Taubira, c'était le laxisme. Mais depuis qu'elle n'est plus sous la coupe de Nicolas Sarkozy, je trouve qu'elle s'est bonifiée politiquement. Oui, je le dis, Rachida Dati, je l'apprécie de plus en plus. Et je reconnais qu'au Parlement européen, elle fut la seule députée, eurodéputée UMP, la seule de son groupe, à voter avec nous d'ailleurs, contre la commission Juncker. C'est un acte de courage qui doit être salué. Je pense qu'elle est patriote. Elle entendra cela, on verra si elle l'apprécie. Le plan Juncker, c'est un plan d'investissement. Je ne dis que de choses gentilles, donc j'imagine qu'elle appréciera. De 315 milliards. Est-ce que c'est un bon moyen de relancer la croissance? C'est un tour de passe-passe. Il n'y a pas d'argent en réalité dans ces 315 milliards. C'est de la communication pure et simple. Déjà, on parle de notre argent, parce que je rappelle que la France donne beaucoup plus à l'Union européenne qu'elle n'en a en retour, dont la PAC, dont les investissements. Donc déjà, on récupère de l'argent et on n'en récupère pas assez parce qu'on perd 7 milliards par an au passage. Et par ailleurs, c'est un tour de passe-passe parce qu'on prend 16 milliards sur le budget de l'Union européenne, 5 milliards sur la Banque européenne d'investissement et le reste, ça n'est rien du tout, c'est des souhaits d'investissement privés.
Or, personne ne peut forcer le secteur privé à investir. Il le fera s'il a confiance. Ça agit comme un levier et ça attire quand on fait des investissements. Vous savez, l'entreprise privée, elle est motivée par le profit. Elle investira si elle pense qu'il y a la confiance et qu'il y a un retour sur investissement. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de confiance dans la zone euro. Pourquoi ? Parce que notamment, il y a un problème qui s'appelle l'Union européenne, qui crée les conditions de la défiance économique et sociale avec ses politiques absurdes, notamment l'euro et l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale et bien d'autres choses. La directive détachement qui est terrible pour nos PME. Marine Le Pen est prête à gouverner, elle le redit ce matin dans une interview à l'Opinion, et elle dit une phrase que je voudrais que vous m'expliquiez. J'ai des gens partout, dans tous les ministères, toutes les administrations. Ce sont des fonctionnaires qui sont en lutte contre le système, qui estiment que l'intérêt supérieur de l'État n'est plus à l'œuvre et qui en souffrent. Vous avez noyauté l'administration française, c'est une 5e colonne qui est là et qui attend l'arrivée, qui prépare l'arrivée de Marine Le Pen ? Non, je pense que les fonctionnaires, généralement, attendent. Nous sommes arrivés en tête, vous savez, aux élections européennes chez les fonctionnaires aussi. Ils sont des loyaux serviteurs de l'État. Ils attendent qu'une majorité redéfinisse un cap pour la France et pour le service public, parce qu'ils sont attachés, eux, au service public. Quant au fait que nous ayons des amis, des amitiés, des contacts dans tous les ministères et les administrations, c'est tout à fait normal pour un parti qui pèse 25% des voix. C'est ça qu'a voulu dire Marine Le Pen. Qui prépare son arrivée et Ces gens-là nous aident. Qui travaillent en sous-marin à l'intérieur de l'administration. Non, ils sont pas en sous-marin, il n'y a rien d'extraordinaire. Ils sont là, ils ont des compétences particulières, ils ont la connaissance d'un secteur, aussi d'un domaine, d'un milieu intéressant. Chacun dans la défense, dans l'économie, dans le social, dans l'éducation nationale, dans les collectivités aussi, et les grandes entreprises aussi d'ailleurs. Et ils travaillent pour nous, oui, mais en tant que militants. Combien en tant que militants. Combien et je pense que pour les autres partis, c'est la même chose. Probablement que chez eux, il y en a de moins en moins. Chez nous, il y en a de plus en plus. Combien, ça ne se quantifie pas. Mais c'est normal qu'il y en ait partout. Nous sommes un grand parti de gouvernement. L'emprunt russe, il fait beaucoup parler. 9 millions d'euros pour le Front National par une banque russe. Et l'intermédiaire, qui est un député, un eurodéputé, Jean-Luc Schaffhauser, explique qu'il a reçu 140 000 euros sur un compte au Luxembourg, qu'il y a une fondation qui a été créée à Genève et qu'il y a des contacts qui ont été pris avec Abu Dhabi avant d'arriver aux Russes. Quand j'entends que Marine Le Pen dénonce le Qatar, l'entrisme du Qatar, je me dis, le Front National est allé jusqu'à discuter avec Abu Dhabi et maintenant est dans la main des Russes et dans la main de Poutine. Attendez. Le Front National cherchait de l'argent. On ne refuse pour pas se financer. Je sais. Non, mais il faut quand même le rappeler. Son problème, c'est qu'il doit vivre. Et alors, la politique, malheureusement, ça coûte cher. Bon, là, on a des cantonales et régionales qui vont coûter 30 millions d'euros. Vous qui dénoncez tout le temps l'entrise, l'ingérence étrangère, vous êtes allé les chercher. Comment fait-on quand aucune banque française n'accepte de prêter? Comment fait-on? Je vous explique. Expliquez-moi. Oui, mais moi, je vous explique, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'étranger. C'est tout, c'est triste. Et je le regrette. Mais si une banque française change d'avis, il faut qu'elle le fasse tout de suite et j'en serai ravi. Vous passez par un compte qui est au Luxembourg parce qu'il y a une société au Luxembourg c'est Jean-Luc Schaffhauser avant qu'il soit d'ailleurs député du Front National. C'était dans le cadre de ses activités professionnelles. Il n'était pas encore élu, il l'a expliqué clairement. Il a fait son travail classique. Il a été rémunéré pour son travail qui s'étale sur 1 an et demi. Donc c'est pas voilà, c'est du travail. Et il a fait son travail d'aller chercher, de nous aider à chercher des fonds. Et ensuite, il a eu une activité plus politique. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais la nécessité pour nous, c'est de trouver de l'argent. C'est pour ça que moi, j'ai proposé qu'il y ait une loi qui oblige les banques françaises à prêter aux partis politiques français. Ça me semble la moindre des choses. Parce que sinon, il n'y a pas d'égalité devant le suffrage et il y a un vrai problème démocratique. Quand même, quand on est dans une période de tension avec la Russie, être en quelque sorte victime de la séduction de Vladimir Poutine et d'être un peu... Je crois que vous confondez banque commerciale avec politique d'un État. On sait bien que dans le système russe, un prêt de cette importance ne se fait pas sans l'accord des plus hautes autorités. Ce n'est pas non plus un prêt de centaines de millions, de milliards d'euros. On est sur 9 millions d'euros. Ça reste, à l'échelle internationale, très faible, même ridicule. Donc je ne pense pas qu'on soit dans ce cas de figure. C'est une banque commerciale. Est-ce qu'en France, on confond BNP Paribas, Société Générale ou d'autres banques commerciales avec l'État français? C'est pas tout à fait le même régime. Non. C'est pas tout à fait le même régime. Là-bas, ce n'est pas une banque publique. C'est d'ailleurs une banque tchéco-russe, si on veut être précis. Donc je crois que le vrai problème, il n'est pas là. Il est de savoir comment fait-on pour assurer l'égalité de tous les partis politiques devant la loi et devant surtout l'élection. Et je dis aussi merci Nicolas Sarkozy parce qu'il a créé une défiance terrible parmi les banques. En trichant sur son compte de campagne, elle n'ose plus prêter. C'est de la faute de Nicolas Sarkozy. Elle prête moins qu'avant, oui, mais il a voulu tricher avec les règles lors de la présidentielle. On le paye aujourd'hui très cher. Et peut-être qu'on paye aussi le fait que nous sommes très critiques avec le système financier et les grandes banques. Peut-être qu'elles nous le font payer. Mais ça, c'est un vrai problème politique aussi. Le Congrès, c'est ce samedi à Lyon.
On dit que vous avez privé de parole Marion Maréchal Le Pen parce qu'elle vous ferait concurrence, qu'elle a plus de succès que vous. Donc à l'université de la Baule, où je n'ai pas parlé, où elle avait parlé, l'université du Front National, elle m'avait donc privé de parole. Vous voyez que ce raisonnement n'a pas de sens. Tout ça, c'est de la mousse médiatique. C'est même la plaisanterie de la semaine que cette histoire de pseudo-division ou querelle. Elle dit qu'elle a des divergences avec vous. Elle le reconnaît. Non, mais il y a des sensibilités différentes. Sur BFM TV, chez Jean-Jacques Bourdin, il y a des sensibilités différentes et c'est une richesse. Heureusement, on n'est pas une secte, on est un parti politique. Mais tout le monde au Front National est pour la souveraineté nationale, et pour l'arrêt de l'immigration, et pour la récupération des frontières économiques et migratoires. Elle n'est pas tellement favorable à la sortie de l'euro. Elle dit qu'elle se pose des questions sur l'euro, elle se pose des questions sur d'autres choses. Elle va manifester contre le mariage pour tous, vous n'y allez pas. Oui, mais tout le monde est sur la même position sur le fond. Ça, c'est une question simplement de manif ou pas manif, c'est pas très important. Mais il y a deux lignes. Non, il y a un projet du Front National qui est très cohérent, qui est très clair, que nous portons tous. À ce que je sache, Marion Maréchal Le Pen n'est pas en opposition avec le projet du Front National. En tout cas, elle ne l'a jamais dit, et je crois que ça n'est absolument pas sa conviction intérieure. Mais je lis beaucoup de bêtises dans la presse. Quand je lis qu'il y aurait un pseudo-axe Jean-Marie Le Pen, Gollnisch, Marion Maréchal, face à l'axe Marine Le Pen, Florian Philippot, je crois que ce sont des bêtises, voilà, et que Marion Maréchal a rassuré tout le monde là-dessus. Moi, j'ai vu aussi une phrase de Marine Le Pen sur Marion Maréchal Le Pen. Elle pense sincèrement qu'elle peut arriver en tête de ces élections donc internes au parti parce qu'elle est femme, parce qu'elle est députée courageuse, compétente et qu'elle a une qualité de plus, elle s'appelle Le Pen. Ça veut dire que vous qui vous proclamez républicain, vous êtes dans un parti dynastique. En fait, c'est Marion Maréchal Le Pen, elle est déjà désignée successeur de Marine Le Pen. Non, je ne crois pas du tout. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir ce que fera Marine Le Pen à la présidentielle. Il faut qu'elle soit élue, et on est tous derrière elle, Marion y compris, pour qu'elle soit élue et qu'elle rentre à l'Élysée en 2017. Maintenant, le fait qu'elle s'appelle Le Pen est un coup de pouce évident vis-à-vis des militants. C'est je dirais pas qualité, je pense que Marine l'entendait dans le sens de coup de pouce. C'est un coup de pouce évident pour Marion Maréchal, et je crois qu'elle le sait, mais ça n'enlève rien à ses qualités autres. Et ça n'est pas un avantage. Le fait que ce ne soit pas un parti dynastique, c'est que Marine Le Pen avait été élue par les adhérents en 2011 face à Bruno Gollnisch, et que elle nomme régulièrement à des postes de responsabilité où elle fait investir des candidats très jeunes, très méritants, ce qu'on ne voit pas dans les autres partis. Dans aucun autre parti, vous ne mettez à la tête d'élections législatives des candidats de 25 ans qui finissent à 48% des voix, comme on l'avait fait par exemple avec Étienne Bousquet-Cassagne, et comme on le fait régulièrement par exemple au municipal. Ça, c'est le mérite, et nous sommes le parti de la méritocratie républicaine. En tout cas, moi, j'y veille scrupuleusement. Oui, mais enfin, quand on entend que l'avantage, c'est qu'elle est Le Pen, on n'entend pas méritocratie républicaine. C'est un coup de pouce évident, mais c'est un constat. C'est un constat. Parce que nous sommes dans un parti qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen et qui a été dirigé par lui pendant 40 ans. Donc là, on est dans une réalité qui existe. On va regarder cette photo que vous avez affichée sur votre compte Twitter avec Marine Le Pen et son chat. C'est le chat qui a remplacé selfie. C'est le chat qui a remplacé celui qui aurait été tué par la chienne de Jean-Marie Le Pen, ou la chatte. Le chien. Le chien. Oui, Marine a plusieurs chats. Alors, ce selfie, puisque c'est devenu un événement politique, voilà, je l'explique. Nous travaillions dimanche dernier sur le congrès, justement, et nous avons fait une petite photo, une petite pause, comme cela. Et c'était en même temps un petit clin d'œil à la presse très sérieuse, qui a fait beaucoup d'articles très sérieux pour expliquer qu'effectivement, la chatte de Marine Le Pen avait été dévorée par le chien de Jean-Marie Le Pen. Et donc, on a fait ce petit clin d'œil parce qu'il nous a semblé que, puisqu'on en est tombé là, eh bien, on peut se permettre de faire ce petit clin d'œil. C'est aussi pour vous une manière de dire... Marine Le Pen, elle-même aussi, elle n'aime pas que Marion Maréchal Le Pen Je ne raisonne pas en amour en politique, et nous entendons extrêmement bien avec Marine. Il y a une vraie confiance humaine et politique, mais je raisonne d'abord en termes de travail en commun, de conviction commune, de sens commun de la France, d'envie de redresser profondément notre pays. C'est dans nos tripes, c'est dans notre cœur, c'est dans notre raison. Et nous travaillons main dans la main avec Marine Le Pen. Effectivement, moi, ça fait plus de 5 ans que je travaille avec elle. Et je crois que la stratégie que nous avons portée avec d'autres produit tous des résultats extraordinaires. Nous sommes à 30% d'intention de vote à l'élection présidentielle. Nous sommes premier parti de France. Il n'y a donc pas question une seule seconde de changer une ligne et une virgule à cette stratégie, parce que ce sont nos convictions profondes, notre amour de la France, et parce que ça produit des résultats extraordinaires. Mais pas de rassemblement, alors que vous l'appelez tous les jours. Vous appelez Chevènement, Dupont-Aignan, même Henri Guénaud. Vous avez appelé aujourd'hui.
J'ai presque entendu Rachida Dati tout à l'heure. J'appelle personne. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Excusez-moi. Ils viennent pas. On rassemble 25% des Français aux élections européennes. Je parle des cadres, je parle des dirigeants, je parle des autres partis. Or, pour gagner une présidentielle, dans la Ve République, il faut plusieurs partis, il faut des alliances. Les gens que nous citons, d'abord, peut-être qu'un jour ils viendront s'ils écoutent leur cœur, un jour, et qu'ils arrêtent de penser à l'intérêt électoraliste. Parce que pensez-vous qu'Henri Guénaud soit proche idéologiquement de Nicolas Sarkozy, l'européiste, l'atlantiste, le mondialiste, le communautariste? Bien sûr que non. Sarkozy, l'anti-gaulliste, c'est impossible. Donc forcément, qu'Henri Guénaud, s'il écoutait son cœur, il ne serait pas là-bas. Mais je sais qu'il a d'autres considérations qui sont beaucoup plus tristes et politiciennes et beaucoup plus ras des pâquerettes. C'est triste, mais c'est comme ça aussi la politique. En tout cas, ça n'est pas notre conception. Mais on s'adresse aussi aux gens qui se reconnaissent dans cette sphère souverainiste, patriote, de droite et de gauche d'ailleurs. Il n'y a pas que ces têtes d'affiche, il y a des cadres avec eux, il y a des élus, il y a des militants, et puis il y a de simples gens sympathisants. Et ces sympathisants, ces cadres, ces élus, ces militants, ils viennent de plus en plus nombreux chez nous. Peut-être que Jean-Pierre Chevènement n'est pas venu, mais son directeur de cabinet, lui, est déjà venu et il nous aide sacrément bien. Merci beaucoup, merci Florian Philippot, restez avec nous.